C'est parti pour la 15e édition du Forum de Bamako. C'est le chef de l'État qui a ouvert les travaux, une première dans l'histoire de ce rendez-vous annuel, l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2035. Défis et opportunités, c'est le thème de cette rencontre. Démarrage d'un autre grand rendez-vous, cette fois-ci au Maroc, avec la 3e édition du Forum Afrique Développement, une rencontre économique qui vise le renforcement de la coopération Sud-Sud. Plus de 1000 opérateurs économiques et décideurs politiques participent au forum, dont une forte délégation malienne. Ça y est, c'est fait. Le projet de loi portant statut de l'opposition voté aujourd'hui en séance plénière à l'Assemblée nationale. 140 voix pour et 6 contre. L'opposition adorait déjà ses privilèges et ses prérogatives. Et sur ce plateau, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui va nous parler de l'occupation illicite et anarchique de l'espace radiophonique par certaines radios de proximité. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, merci de votre présence. Monsieur le ministre, bonsoir également à vous. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Le roi des Pays-Bas a achevé aujourd'hui une visite de 48 heures au Mali. Avant de quitter Bamako, Sa Majesté Guillaume Alexandre a été reçu en audience cet après-midi par le président de la République, a signalé que rien n'a filtré de leur entretien. Je vous rappelle que les Pays-Bas sont engagés au Mali à travers la MINUSMA pour soutenir notre pays à retrouver rapidement la paix et la sécurité dans sa partie septentrionale. Hier, Sa Majesté Guillaume Alexandre était justement à Gao où il a rendu visite aux troupes néerlandaises. Je rappelle que cette visite fait suite à celle du Premier ministre du même pays au Mali en décembre dernier. Outre la sécurité, les Pays-Bas interviennent dans plusieurs autres domaines au Mali. L'actualité, c'est le démarrage du 15e Forum de Bamako. Plus de 300 participants venus de divers continents discutent du thème « L'émergence de l'Afrique à l'horizon 2035, défis et opportunités ». La rencontre se veut une banque de données pour les acteurs du développement. En clair, il s'agit de dégager des pistes pour l'émergence d'une affaire stable et durable. Et à l'ouverture des travaux, s'il y a un fait qui a retenu l'attention, c'est bien la présence du chef de l'État, une première dans l'histoire de ce rendez-vous annuel, nous précise Mohamed Jara. L'acte a une portée historique. C'est la toute première fois qu'un président de la République accepte volontiers de participer au Forum de Bamako. Tout en honneur pour les initiateurs. Il est extraordinaire, par les temps difficiles, d'avoir un homme d'État pour lequel le savoir, la connaissance est quelque chose d'important. Et c'est ce qui a souvent manqué à l'Afrique. Je voudrais que vous l'applaudissiez. Parce que la présence du président parmi nous montre son intérêt pour le savoir. Le Forum de Bamako s'est donc imposé au fil des ans comme un rendez-vous majeur pour l'intelligentsia africaine, européenne et asiatique. Pendant 72 heures, l'élite politique, la société civile et les universitaires réfléchissent sur le thème « L'émergence de l'Afrique à l'horizon 2035, défis et opportunités ». La 15e édition s'inscrit pleinement dans cette vocation du Forum. Je formule donc le vœu qu'à l'issue de nos débats de ces 3 jours puissent émerger des propositions d'action concrètes pour que la croissance tant vantée de l'Afrique, qui demeure hélas virtuelle pour nombre d'Africains, devienne enfin une vraie croissance partagée parce que bénéficiant au plus grand nombre. Le thème est donc pertinent eu égard au nombre de défis qui se posent à l'Afrique. Les chiffres font froid au dos. 31 millions d'enfants en marge du système éducatif, 163 millions d'adultes sont analphabètes. 386 millions d'Africains vivent encore avec moins de 600 francs CFA par jour. À ce tableau sombre s'ajoute la nébuleuse terrorisme qui menace tout développement. Certes, sécurité, gouvernance et développement sont indissociables et doivent être menés de front, mais la sécurité constitue en quelque sorte un préalable indispensable. Le deuxième point que je retiendrai s'agissant de l'intervention du président Hollande au Forum de Bercy concerne les engagements de la France pour l'Afrique. Alors le premier de ces engagements, c'est, le président l'a rappelé au Forum de Bercy, l'Agence française de développement investira 20 milliards d'euros sur 5 ans en Afrique, ce qui représente pour le contribuable français un effort important.
Ces fonds serviront non seulement aux projets, je dirais, classiques de développement, mais aussi serviront à appuyer ce qui semble essentiel, à appuyer le secteur privé. La croissance viendra du secteur privé. Notre souhait est que chaque pays africain parvienne à renforcer sa coopération sous-régionale et multilatérale pour une paix globale et compréhensive. Ceci pour que d'ici l'an 2035, l'Afrique soit dotée de pays paisibles, forts et capables de gérer pleinement les ressources humaines, matérielles et culturelles sans entrave et en dehors de toute ingérence extérieure. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne, l'Afrique doit compter sur ses propres moyens pour amorcer sa croissance. La coopération internationale est importante, oui. Mais ce n'est pas la coopération internationale qui va changer le pays. C'est seulement l'effort national, l'effort des Maliens et rien d'autre. Il est donc essentiel de définir notre vision pour le Mali de 2035 afin que nous puissions au mieux prendre les décisions aujourd'hui qui influencent le Mali de demain. En réalité, nous savons tous, demain commence aujourd'hui. On n'a pas de temps à perdre. Le Forum de Bamako se propose donc de dégager des pistes pouvant servir de fil conducteur pour les autorités politiques du continent dans l'atteinte d'une croissance économique stable et durable. Le président de la République a salué cette initiative de la Fondation Forum de Bamako. Pour le chef de l'État, le thème « L'émergence de l'Afrique à l'horizon 2035, défis et opportunités » interpelle les dirigeants africains face à leurs responsabilités afin de donner une autre image à l'Afrique. Nous retrouvons Mohamed Diarra. À quoi doit ressembler l'Afrique dans les 20 prochaines années? Difficile de donner une réponse exacte, mais en la matière, chacun a son idée et son expérience sur la question. Face à un repas de personnalités, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, trouve le thème pertinent et interpellateur. En choisissant pour cette 15e édition le thème « L'émergence de l'Afrique à l'horizon 2035 », les défis et les opportunités, les parties prenantes, stakeholders, votre forum reste fidèle à sa tradition. Le débat sur la croissance en Afrique couvre en fait différents aspects et surtout renvoie à des finalités différentes selon que l'on se positionne en africain ou en simple observateur extérieur à l'Afrique. De quelle croissance parlons-nous? C'est reste cette croissance du produit intérieur brut qui intéresse à tous les investisseurs étrangers. Force est de constater que cette croissance reste une réponse insuffisante par rapport aux attentes des peuples africains. Sans rentrer dans une polémique, et pour me résumer ici, nous n'avons pas la prétention du tout d'être Nobel d'économie, mais nous sommes gens avisés et informés. Comment les serions-nous en charge de la politique? La conduite politique d'un pays, la gouvernance d'un pays. Nous disons que cette croissance-là, celle qui aurait surtout pour objet de rassurer l'investissement public étranger, ne se transforme pas en mécanisme pérenne de création d'emplois stables. C'est de la croissance pour la croissance, ce qui n'est pas synonyme d'un réel progrès social. Il faut donc faire face à la pauvreté, à l'analphabétisme. Selon les statistiques, le taux brut de scolarisation est de 6%, largement en deçà de la norme qui est de 29%. L'Afrique doit donc cesser d'être à la traîne. Telle est la vision du président Ibeka. Je reste persuadé qu'en cette ère de globalisation, l'Afrique peut et doit cesser d'être perçue comme un continent à la traîne des autres. Elle se doit de prendre les initiatives pertinentes et innover pour assumer son destin. Elle ne peut plus se cantonner dans le rôle de simple consommatrice d'idées et de concepts prêts à porter. Bien d'ailleurs, il est aujourd'hui d'une impérieuse nécessité pour l'Afrique de s'investir de manière résolue à relever les défis de développement. L'Afrique doit se positionner comme génératrice d'idées sur son présent et son histoire,
sur ses riches et diverses cultures, sur ses politiques de développement, bref, sur le vécu de ses populations et sur les directions les plus aptes à assurer un développement économique constant, durable et suffisant. En effet, il s'agit de sortir rapidement le plus grand nombre de nos populations de griffes de la pauvreté. Et le chef de l'État de revenir sur l'insécurité dans le Sahel qui amenuise les efforts des dirigeants africains. L'exemple du Mali est frappant. La sécurité, parlons-en. Et je voudrais à ce moment précis avoir une pensée pour nos frères du Niger qui ont été très éprouvés hier. Et enfin, le président Mahamadou Issoufou, c'est notre solidarité à son endroit et à celui du peuple du Niger. C'est donc la preuve concrète que sans sécurité pour le développement, pour notre part, nous faisons tout et nous ferons tout pour que les pourparlers actuellement en cours en Alger débouchent sur une paix durable, une paix réelle, pas une paix factice, pas une paix à l'épaisseur d'une pellicule. Nous voulons une paix réelle, une paix solide, sur un socle de confiance partagée entre les frères et les fils du Mali. Et nous prions la communauté internationale, tout pays confondu, à nous aider à atteindre ce but-là. C'est pourquoi le chef de l'État a salué l'idée du Forum de Bamako qui vise à fédérer les initiatives pour le développement de l'Afrique et même au-delà. Je suis convaincu que vos débats nous édifieront avec plus d'assurance, car ils seront basés sur une documentation solide, des statistiques crédibles et des opinions d'éminentes personnalités ayant une lecture objective des défis de développement de l'Afrique. Vous me permettrez de souligner quelques-uns de ces défis tels que la sécurité, l'agriculture, l'accès aux services de base, l'éducation, la santé publique, l'eau potable, qui n'est plus un problème en beaucoup de vos pays, reste un défi pour nous, d'une gêne et une honte pour nous, qu'encore une très grande partie de nos populations soit privée de l'accès à l'eau potable, nous est en même temps un défi, un problème d'honneur et de dignité. Quand on sait les ravages que font les maladies d'origine hydrique dans nos contrées. Cet engagement fort du président de la République est un signal fort. En somme, une sorte d'invite des dirigeants africains à regarder dans la même direction. Et nous avons ce message de condoléances du président de la République à son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris le bombardement le mardi 17 février 2015 de la localité d'Abadan par des avions non identifiés ayant entraîné des pertes en vies humaines et plusieurs blessés. Dans cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au peuple nigérien ainsi qu'aux familles durement éprouvées mes condoléances les plus attristées. Je formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés et prie pour le repos de l'âme des disparus, tout en vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion, de sympathie et dans l'attente des conclusions de l'enquête de cet incident tragique. Je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Et c'est signé Ibrahim Boubacar Keïta. Place de la République. Avec cette séance plénière, 4 projets de loi avaient été soumis à l'appréciation des députés, mais un seul a été discuté et adopté par 140 voix pour et 6 contre. Il s'agit du projet de loi portant statut de l'opposition. Pour les explications, suivant Mahamadou Doumbia. Pour cette séance plénière de l'Assemblée nationale, 4 projets de loi étaient à l'ordre du jour. Le seul qui a été effectivement discuté et adopté, c'est le projet de loi portant statut de l'opposition, qui a nécessité 4 heures d'horloge. Ce projet de loi confère à l'opposition politique un statut juridique aux fins de contenir le débat politique dans les limites de la légalité. Cela dénote de la volonté affichée du gouvernement
à renforcer la démocratie dans notre pays. Cette loi était longtemps attendue par la classe politique. Composé de 23 articles, ce projet de loi a été amélioré avec 14 amendements, dont 13 ont été adoptés, excepté l'amendement 12 faisant état de poursuite ou d'emprisonnement du chef de file de l'opposition en raison de son opinion ou appartenance politique. Sur les 23 articles, nous avons touché au moins 14 articles. Mais c'est l'occasion également de saluer le gouvernement à travers le ministre de l'administration territoriale qui a été en tout cas très attentif à toutes nos recommandations, qui a fait de larges concessions à tout ce que nous avons proposé. Au cours des débats qui se chauffaient au fil du temps, chaque député avait son opinion quant au débat de fond, de forme ou de procédure d'écriture de cet amendement. Quand on pense que cette loi-là, on doit battre le django pour ça, moi je suis loin de pouvoir la danser. Il n'y a pas seulement un anachronisme dans cette loi. Cette loi elle-même n'est pas une avancée. Et j'attire l'attention des honorables députés là-dessus. Je dis, en tout cas, je souhaite que si nous la laissons passer cette loi, que le président de la République ne la promulgue pas. Il s'agit là de conforter l'esprit républicain. Là, il s'agit de l'effet de cycle des partis politiques. Des partis qui se construisent, des partis qui évoluent à travers une conquête du pouvoir. Et une fois que vous avez la majorité, vous l'exercez. Vous n'avez plus la majorité, vous n'avez pas la majorité, simplement, vous êtes à l'opposition. En définitive, ce projet de loi 1465L a été adopté par 140 voix pour, 6 contre. Cette nouvelle loi donne le cadre par rapport à l'exercice des droits de l'opposition et cela va contribuer, je suis pratiquement très sûr, à la vitalité de la démocratie dans notre pays. Parce que comme vous le savez, l'ancienne loi ne précisait pas le rôle du chef de l'opposition. Cette question est déjà tranchée et les critères objectifs ont été fixés dans la loi pour pouvoir faciliter sa désignation. Les 3 autres projets de loi, 1458-5L relatifs aux fonctions nominatives, 1485-5L relatifs aux règles de fonctionnement de la Cour suprême, ont été renvoyés. Et le projet 1504-5L portant loi d'orientation et de programmation militaire 2015-2019 a été renvoyé pour amendement. Et nous arrivons à notre invité du journal qui est le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et nous allons parler bien sûr de l'occupation illicite et anarchique de l'espace radiophonique. Monsieur le ministre, depuis votre retour dans le gouvernement, vous vous attaquez à l'assainissement de ce secteur de l'audiovisuel. On sait qu'il y a actuellement des radios privées qui s'y créent sans autorisation. Alors, quelle est l'ampleur de ce phénomène et comment le mal s'est-il gangréné jusqu'à ce point, monsieur le ministre? Merci bien. Je voudrais commencer par dire que les radios de proximité, qu'on appelle généralement les radios FM, ont joué et continuent de jouer un rôle important dans l'information, l'éducation et la sensibilisation de nos populations. Depuis 1991, avec la libéralisation des ondes, nous avons à date près de 700 autorisations qui ont été données aux radios privées. Sur les 700, nous avons entre 350 et 400 qui exercent réellement. Le reste n'exerce pas et les promoteurs en réalité sont détenteurs d'un bien qui ne leur appartient pas parce que les fréquences constituent un bien de l'État. Dans la réglementation en vigueur, après une certaine période de non-utilisation des fréquences, elles sont purement et simplement retirées. Cette disposition n'est pas respectée à ce jour. Vous avez ensuite des radios qui sont autorisées pour émettre sur une fréquence précise, mais qui émettent sur une haute fréquence.
brouillant du coup d'autres radios qui sont légalement autorisées. Vous avez des radios qui sont prévues pour exercer sur un site précis. Par exemple, une radio est autorisée pour exercer à Sikasso, il y en a et se déplace à Bamako. Ce n'est pas autorisé. Vous avez la puissance de l'émetteur qui doit être circonscrite et bien définie. Ce critère n'est pas respecté. Mais Monsieur le ministre, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On n'a pas fait son travail. On en est arrivé là par une sorte de négligence collective. Vous savez, dans notre pays, chaque fois qu'on veut appliquer la loi, il y a généralement un tollé et les responsables chargés de cette mission reculent. Mais récemment, nous avons atteint un point de non-retour lorsque nous avons pris fonction au ministère. Nous avons trouvé un dossier qui, à la limite, porte atteinte à la sécurité de notre pays et qui n'avait pas de solution. La SECNA se plaignait régulièrement d'une radio qui se permettait de brouiller, d'émettre sur les fréquences de la tour de contrôle. Vous imaginez le danger pour la sécurité publique que la tour de contrôle soit brouillée par une radio privée. Dieu nous a préservé des conséquences graves et cette radio émettait impunément. Sans autorisation. Sans autorisation. Des mises en garde ont été faites, elle continue à émettre. Et donc, lorsque nous avons pris fonction, la première des choses que nous avons faites, c'est de faire déposer les émetteurs de cette radio. Il a récidivé quelques jours après. Les forces de sécurité, à notre demande, l'ont obligé à enlever ces émetteurs et nous l'avons mis en garde contre les conséquences éventuelles d'une telle activité. Justement, depuis quelque temps, on sait que vous battez campagne. Une campagne de sensibilisation a été lancée. Est-ce qu'on peut dire que cette campagne aujourd'hui a porté des fruits ou alors qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Naturellement, à partir de cette situation, nous avons décidé de mettre de l'ordre d'une façon générale dans le secteur. Il était question de fermer l'ensemble des radios illicites. Nous avons fait passer à l'ORTM un communiqué pendant plusieurs jours. J'ai rencontré moi-même personnellement les promoteurs de radios privées. Et tout cela, c'est pour sensibiliser parce que l'information, l'activité des radios, l'information qu'elles véhiculent est un produit de grande consommation, de consommation courante, j'allais dire. Et donc, fermer une radio, c'est pas comme aller fermer une boutique. Vous avez des milliers d'auditeurs qui écoutent. Vous avez des zones dans notre pays où la principale information que les populations ont, c'est celle que donnent les radios privées. L'exemple du Nord pendant l'occupation, c'est les radios privées qui permettaient de donner un certain nombre d'informations aux populations. Et donc tout ce qui concerne les radios privées est une question d'ordre public. C'est comme si vous attaquez un produit de consommation courante. C'est pourquoi le travail de sensibilisation, de pédagogie, d'explication pour que chacun soit convaincu de la nécessité de respecter les lois. Ce travail, nous l'avons poursuivi depuis bientôt un mois, avant d'informer le Conseil des ministres hier du fait qu'à partir de cette date, ces radios vont être systématiquement fermées. Oui, lors de votre conférence de presse, il y a certains promoteurs de radio qui disent qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Est-ce que vous pensez que force va rester à la loi? Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous savez, chaque fois qu'il s'agit de prendre une mesure, généralement, il y a des oppositions. Notre travail, c'est de faire en sorte que le maximum de citoyens comprennent que lorsqu'une radio est fermée, on ne fasse pas de la propagande en faisant croire que le gouvernement s'est attaqué à une radio qui informe les citoyens. C'est pour cela que nous avons décidé de faire le travail de sensibilisation. Mais à partir de la date d'aujourd'hui, nous avons donné 3 semaines à tout le monde pour arrêter. Par contre, la radio qui brouillait l'émetteur de la SECNA, elle a été purement et simplement déposée. Toutes les radios illicites autour de Bamako, elles sont 11.
sur lesquelles il y a 3 qui ne gênent pas d'autres radios en réalité, mais elles n'ont pas été autorisées. Il y a 2 qui gênent légèrement des radios, mais avec des modifications techniques, on peut trouver des solutions. Il y en a 6 qui brouillent les radios légalement consultées. Elles doivent arrêter d'émettre. Maintenant, ce que nous avons entrepris, en même temps il ne s'agit pas de sanctionner, c'est que nous avons instruit à l'autorité de régulation des télécommunications de faire un audit général de l'utilisation des fréquences sur l'ensemble du territoire. Actuellement, il y a 2 missions qui sont parties en même temps dans plusieurs directions pour faire en sorte que les principales villes de notre pays qui sont surchargées, vous avez la ville de Kaye, Bamako, Kati, Ségou, Koulikoro, Tominia, San, Nono, Koutiala, Sikasso, Bougouni, Mopti qui sont surchargés. Et donc nous allons auditer entre le 18 février et le 12 mars l'utilisation des fréquences dans ces zones pour mettre de l'ordre. Ensuite, nous passerons au reste du pays. Et ceux qui ne vont pas respecter, quels sont les moyens de répression dont vous disposez? En vérité, aujourd'hui, nous avons, avec le concours du ministère de la Sécurité, pris une série de mesures qui consistent à déposer purement et simplement les radios qui brouillent celles qui sont légalement constituées, les radios qui mettent en danger la sécurité des citoyens. Les autres, nous les invitons à fermer purement et simplement pendant une période. Parce qu'en réalité, nous avons engagé une démarche de réorganisation du spectre de manière à dégager certaines fréquences pour les attribuer de façon à ce que dans une période très courte, d'ici 1 mois, 2 mois maximum, les différentes demandes puissent être satisfaites. À partir de cet instant, tout le monde s'est sensibilisé qu'il n'y aura plus d'attribution de fréquences, sauf dans les zones où en réalité il y a encore de l'espace. Justement, je vous demander, est-ce qu'il y a beaucoup de fréquences pour tout le monde? Est-ce qu'il y a assez de fréquences à part les zones, les villes que je viens de citer, dans le reste des villes du pays, il y a des disponibilités. Il est donc important que nous appliquions la mesure avec discernement. Parce qu'appliquer une mesure, c'est une, mais l'appliquer aveuglément aussi, ce n'est pas bien. Lorsque vous prenez, par exemple, en Songo, en Drambokan ou à Diboli ou dans des villes frontalières, où les populations ont besoin d'informations, quelqu'un crée sa radio, le fait que les autorisations ne sont pas accordées dans une certaine mesure, ce n'est pas la faute des radios. Parce que ça fait plusieurs années que les conditions d'attribution ne sont pas réunies. Nous avons fait le point, il y en a qui ont fait des demandes depuis 3-4 ans, qui n'ont pas eu d'autorisation, d'autres en ont eu. Pourquoi après eux? Alors que le principe, c'est le premier venu, premier servi. Et donc toutes ces questions vont être étudiées et nous allons convier dans des concertations l'ensemble des promoteurs de radio. Deuxièmement, nous allons procéder à l'audit de l'ensemble des fréquences au Mali pour en dégager un très grand nombre qui vont être mis à la disposition des citoyens. Et puis il y a les 300 fréquences qui ont été attribuées et qui ne sont pas utilisées. Ces fréquences n'appartiennent pas à ceux qui les ont eues. C'est des propriétés de l'État, elles vont être auditées, retirées et attribuées à ceux qui peuvent les utiliser dans des conditions prescrites par la loi. Et comment le suivi va s'organiser, monsieur le ministre? Le suivi s'organise à partir de l'autorité de régulation des télécommunications qui est aujourd'hui équipée par des équipements de très haute technologie. Il y a des équipes, des ingénieurs ont été recrutés, des techniciens. Et par exemple, récemment, lorsqu'il s'agissait d'identifier celui qui brouillait la SECNA, la MRTP n'a pas eu besoin de faire beaucoup de mouvements. Aujourd'hui, nous avons des équipements qui permettent à plusieurs centaines de kilomètres de géolocaliser n'importe quelle fréquence et puis mettre la main sur l'intéressé et le faire sanctionner par là. Ce que je veux dire simplement avant de terminer, c'est d'inviter avec insistance tous les promoteurs de radio de se conformer à la loi. Le gouvernement n'a aucune intention de brimer qui que ce soit, encore que comme je le disais, les radios, l'information que les radios véhiculent, c'est un produit de consommation courante. Mais il faut respecter la loi. Nous créerons les conditions pour que tout ce qui demande les fréquences puisse les avoir, mais que personne n'exerce en dehors de la loi. Monsieur le ministre, est-ce que le phénomène de création anarchique concerne-t-il les télévisions également? Concernant les télévisions, la question est un peu plus sensible. Je crois que l'autorité de régulation de l'audiovisuel qui va être bientôt installée et s'occupera de cette question. Elle est encore plus sensible que pour les radios. Ce que je voudrais dire en terminant, c'est de dire aux uns et aux autres que
il faut que nous respections les textes qui ont été édictés dans notre pays. Parce que si nous ne les respectons pas, ce qui risque d'arriver, c'est que l'utilisation anarchique des fréquences peut conduire à des accidents graves. Et en ce moment, les responsabilités vont être situées. On ne dira pas que c'est le gouvernement qui n'a pas fait son travail, c'est ce que nous voulons faire, parce que, en vérité, le fait que l'espace est resté comme ça, il y a eu un certain laisser-aller, bon, ce n'est pas forcément la faute des citoyens, c'est parce qu'il y a eu un certain laisser-aller. Bon, ce n'est la faute de personne de façon spécifique, mais à un moment donné, il faut mettre fin à tout cela, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette voie. Monsieur le ministre, une dernière question. Comment est-ce que vous allez contrôler le contenu de ces radios-là? Ça, c'est un autre débat. L'autorité de l'audiovisuel va s'en occuper parce que les radios utilisent les fréquences qui sont des propriétés de l'État. Et donc, on ne peut pas utiliser les fréquences qui sont une propriété de l'État pour faire ce qu'on veut en dehors de son cahier de charge. Chaque radio aura un cahier de charge, il y aura une autorité qui va être installée bientôt. C'est à elle de veiller au contenu, de sanctionner au besoin, de prononcer la fermeture des radios, de faire des amendements. Il y a une autorité indépendante qui va être bientôt installée qui s'occupera de ça. Il est vrai qu'elle a pris du temps. Là aussi, ce n'est pas la faute des citoyens, c'est en quelque sorte l'État, parce que ça fait 20 ans que les citoyens attendent cette autorité qui traîne. C'est d'ailleurs ce vide qui a été exploité par les citoyens pour installer les radios. Et pour la petite histoire, j'ai demandé de me faire l'historique de toutes les radios qui se sont installées depuis 1991. Et j'ai découvert que la quasi-totalité des radios se sont installées de façon illicite d'abord. Aucune n'a eu d'autorisation. Elles se sont installées et puis la régularisation a été faite. Eh bien, ce processus, nous allons le continuer pendant quelques temps et puis l'arrêter. Et une fois que l'autorité de régulation de l'audiovisuel, la HAC, va être installée, c'est elle qui va prendre le relais. Elle aura les moyens de surveillance. Et l'AMRTP est là qui a la gestion des fréquences qui est techniquement bien équipée pour identifier à tout moment les radios qui émettent illicitement et la décision va être prise. Il appartiendra au responsable qui sera en place en ce moment de prendre ses responsabilités parce que chez nous, c'est ce qui est difficile. Vous avez des gens qui violent la loi, vous avez des textes qui interdisent leur activité, mais les gens ne veulent pas prendre les décisions parce qu'ils ont peur des conséquences. La preuve, lorsque nous avons énoncé ces mesures, il y a eu un tollé dans le pays. Mais nous avons dit qu'il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer. Et l'exercice que nous faisons aujourd'hui consiste essentiellement à expliquer à la population pourquoi on a pris la décision, parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille dire aux auditeurs que le gouvernement est venu fermer les radios, le gouvernement est venu faire ceci. Il y a des milliers de gens qui vivent de ces radios-là aussi. Naturellement, il y a beaucoup d'animateurs qui vivent de les radios, c'est leur activité, ils ont des... Bon, en réalité, on ne peut pas leur interdire de mener leur activité, mais il faut qu'ils mènent leur activité de façon légale, c'est tout ce que nous demandons. Nous nous attacherons à créer les conditions. Pourquoi j'ai parlé de réaménagement du spectre? C'est pour que les citoyens n'aient pas le sentiment que nous sommes venus juste pour les sanctionner. Nous créons les conditions pour que ceux qui doivent exercer librement et légalement, mais ceux qui ne sont pas dans les normes, ils doivent fermer. Et ceux qui ne fermeront pas, nous engagerons des poursuites contre eux. Il vaut mieux que les gens comprennent cela et qu'ils ne se hasardent pas à violer la loi. Ça vaut mieux qu'après aller en justice, jouer à la victime comme s'ils ne comprennent rien. C'est pour cela que nous ferons un travail de pédagogie. Je vais rencontrer l'ensemble des promoteurs de radio. Une équipe technique va être mise en place au niveau du ministère, pilotée essentiellement par la MRTP, pour discuter avec les promoteurs de manière que dans une période donnée, notre pays puisse retrouver la voie normale et que chacun exerce dans le cadre de la loi. Monsieur le ministre, merci. Voilà, c'était notre invité de ce journal, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Cheveux Kokala Maïga. Direction le Maroc, où la 3e édition du Forum Afrique Développement s'est ouverte ce matin à Casablanca, à l'initiative du groupe bancaire Attijari Wafa Bank et son partenaire Maroc Export. La rencontre économique vise à renforcer la coopération sud-sud pour le développement de l'économie africaine et surtout d'accroître le volume d'investissement sur le continent. Plus de 1000 opérateurs économiques et décideurs politiques participent au forum, dont une forte délégation malienne. Nos envoyés spéciaux sont Brahima Koulibaly, Sidiki Dambélé et Brahma Traoré. Casablanca, capitale économique du Maroc,
point de convergence des sommités mondiales de finances pour la 3e édition du Forum Afrique Développement. Ce forum s'inscrit dans une démarche de promotion du commerce et des investissements. Investissements à accroître pour le développement économique du continent. Pour y arriver, une synergie d'action s'impose. Il suffit d'être constant dans ses relations, franc, déterminé et savoir quels sont ses amis dans le monde. Dieu merci, nous en avons beaucoup. Nous devons entretenir nos relations panafricaines, les chérir et faire attention qu'elles ne soient pas écorchées ou écornées et s'appuyer les uns sur les autres pour un avenir meilleur. 1700 opérateurs économiques et décideurs politiques participent au Forum de Casablanca, venant de 23 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Le Mali est présent à travers la BIM-SA, filiale du groupe Attijarifa Bank. Sous la conduite de cette dernière, une forte délégation malienne prend part à la rencontre. Un motif de satisfaction pour le PDG du groupe bancaire marocain. En tant que groupe bancaire, nous militons pour qu'il y ait des opérations de co-investissement. Qu'un Marocain puisse investir aux côtés d'un Malien, qu'un Malien puisse investir aux côtés d'un Sénégalais, qu'un Burkinabé puisse investir aux côtés d'un Tunisien. Et c'est ça le rôle de ce forum. Un forum du donner et du recevoir autour de la thématique principale, à savoir le temps d'investir. Une invitation à la nécessité de mobiliser l'ensemble des forces économiques du continent en faveur des investissements concrets et productifs. Le temps d'investir doit être compris comme le meilleur moment pour investir. Vous savez, nous avons passé beaucoup de temps à faire des diagnostics. Aujourd'hui, nous disposons de toutes les potentialités. Nous avons les richesses, nous avons les hommes et nous avons créé désormais un cadre qui est propice au développement des affaires. Donc le Maroc est un pays qui peut nous inspirer parce qu'il est parti avec aussi beaucoup de difficultés, mais les performances auxquelles le royaume est parvenu devraient inspirer plusieurs pays au sud du Sahara. D'autres questions d'intérêt commun seront également abordées au cours du forum, dont la diversification des sources d'énergie, la valorisation des ressources agricoles et les financements des infrastructures. L'accent sera enfin mis sur le renforcement du partenariat public-privé. Cette tribune de dialogue direct est appréciée par les opérateurs économiques. L'Afrique se retrouve à travers 17 pays. L'Afrique se retrouve pour discuter des problèmes africains. Donc des problèmes au niveau secteur privé, au niveau partenariat État-secteur privé. C'est vraiment l'importance de ce forum. Une coopération sud-sud plus renforcée, une économie africaine davantage dynamique et solide, c'est possible, à condition que chacun joue véritablement le jeu. Le forum du groupe bancaire Attijarifa Bank participe à cet effort commun nécessaire pour le développement du continent. Merci Bourama Traoré. Restons toujours à Casa et au forum pour parler du marché de l'investissement. C'est un espace aménagé en stand où des pays comme le Mali, le Sénégal, le Bénin présentent leurs projets d'investissement. Un vrai cadre d'échange interactif entre hommes d'affaires. Allons à la découverte de ces stands avec nos envoyés spéciaux Sidiki Damblé, Bourama Traoré et Brahima Koulibaly. C'est une innovation de cette 3e édition du Forum Afrique Développement. Une édition qui fait la part belle à l'investissement, thème central du forum. C'est d'ailleurs pour cela que les initiateurs ont ouvert pour la première fois un marché de l'investissement. Cet espace dédié est aménagé en stand où des pays tels que le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin et la Côte d'Ivoire présentent plusieurs projets d'investissement liés à leurs plans de développement respectifs. Énergie, agriculture, infrastructure, industrie, en somme, toutes les potentialités dont regorgent nos pays. Ce stand est là pour encourager les investisseurs potentiels à s'intéresser davantage au Mali et à mettre en avant tout le potentiel existant au pays. Nous sommes là pour vendre un peu plus le pays et donc nous escomptons multiplier les contacts avec les futurs investisseurs. Et maintenant, la deuxième phase, ce serait après ce forum-là, qui dure 2 jours, de renforcer les échanges pour pouvoir concrétiser
ces premières approches. Ce marché de l'investissement constitue également un grand pas vers la création du label Made in Africa, prôné par tous ici. Car en investisseur avisé, les hommes d'affaires africains ont compris qu'au-delà de la concurrence, ils doivent s'unir pour mieux faire entendre leur voix dans le reste du monde. Pourquoi on parle de 14 millions de personnes, d'un marché de 14 millions de personnes, Sénégal ou 15 millions de personnes au Mali? Là, on devrait parler de 360 et quelques millions de personnes de marché. Ça, c'est intéressant pour les investisseurs. Et je crois que l'intérêt de ce forum, c'est d'abord créer ce cadre pour que les investisseurs, les États, le secteur privé, le patronat, tous puissent se rencontrer, discuter et sceller des accords, mais penser large. Le marché est ouvert aux hommes d'affaires de faire leurs emplettes, mais pour cela, il faudra commencer par lever les nombreuses barrières qui entravent les échanges commerciaux intra-africains. Nous restons hors du Mali. Les parties maliennes au processus d'Alger s'engagent à cesser immédiatement toute forme de violence et à s'abstenir de tout acte ou propos provocateur sur le terrain. Une déclaration de cessation des hostilités a été signée cet après-midi dans la capitale algérienne sous l'égide de la médiation internationale pour le gouvernement malien par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation gouvernementale pour la coordination des mouvements politico-armés de l'Azawad par Bilal Hadj-Sherif, secrétaire général du MNLA, et pour les mouvements signataires de la plateforme d'Alger par Maître Anoula Touré de la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance. Et voilà, par cet acte, elle s'engage afin de poursuivre les négociations dans le cadre du processus d'Alger de bonne foi et dans un esprit constructif. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux à Alger, Yaya Konaté et Idrissa Traoré. À présent, nous allons écouter Ali Idriss Ould Amaha, l'ex-chef d'état-major du MAA, allié du MNLA. Aujourd'hui, il a rejoint les rangs de la République du Mali. Il prône désormais la paix pour le bonheur des populations du Nord. Il estime que le Mali est un état de droit et qu'on peut continuer le combat autrement sans les armes. Il est interrogé par Suleiman Kenza Sidibi. Certainement que j'étais de la coordination. J'ai pris certainement des armes comme la plupart de mes collègues pour une cause juste qui est toujours là. C'est la cause des populations du Nord. Donc je pense que si on est réellement, et ce que je pense, dans un pays de droit, c'est qu'on a le droit quand même d'aller dans le bon sens, de réfléchir, de savoir quel est le réel problème au Nord. C'est plus que les gens doivent vraiment apaiser les tensions déjà, aller les uns vers les autres. J'ai décidé d'aller de la coordination parce que je pense que la plupart des populations au Nord et la plupart des populations au Mali demandent l'apaisement, la paix et demandent le vrai problème chez nous aujourd'hui, un problème d'éducation, un problème de santé, un problème de développement. C'est la réalité et c'est le fond d'ailleurs du problème. Alors, vos frères qui sont en négociation à Alger, quel est le message que vous voulez leur lancer en cet instant précis? Le message déjà c'est l'apaisement. Il faut que les gens se disent la réalité déjà en face. Qu'elle soit de la plateforme ou de la coordination, on est tous du nord de ce pays-là. On doit déjà commencer par nous-mêmes et aller vers le reste de la nation. Il faut vraiment apaiser les tensions. Il faut savoir qu'on ne peut pas aller vers une paix sans la coordination, sans la plateforme. Il faut vraiment qu'on puisse avoir le courage d'être en face de l'État et de régler les problèmes en face de l'État ensemble. Il faut vraiment que la coordination et la plateforme trouvent vraiment l'entente entre eux, parce qu'on ne peut pas faire des choses demi-mesure. Il faut vraiment que les gens, et en plus ce sont des gens, des frères, des mêmes familles, des mêmes tribus. Ce que j'arrive pas à comprendre, comment on peut entre nous se taper dessus. On a un problème contre un système. On a combattu un système. Au début des années 90, on a combattu d'ailleurs la plupart des Maliens, même dans le sud, même à Bamako, une dictature. Aujourd'hui, personnellement, honnêtement, je pense qu'on est dans un pays de droit. On continue notre combat, mais autrement.
Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Qu'est-ce que vous comptez faire vraiment pour aller à la paix définitive pour tous les Maliens? Je pense que la réalité des choses, c'est l'apaisement déjà. C'est la mesure de confiance. Il faut vraiment qu'on se dise les uns les autres qu'on doit se faire confiance et aller vers la paix. Voilà, c'était là Ali Idriss Ould Amaha, l'ex-chef d'état-major du MMA allié du MNLA, aujourd'hui qui a rejoint les rangs de la République du Mali. Le Japon s'engage à accompagner le Mali dans ses efforts de reconstruction nationale. Cette annonce a été faite ce matin lors du comité mixte Mali-Japon. Le compte-rendu, c'est avec Boubacar Sissoko. Maliens et Japonais se retrouvent après 3 ans de suspension pour relancer la coopération entre les deux pays. Ce comité mixte doit faire le point de la coopération économique du Japon au Mali pour dégager les axes prioritaires et les nouvelles orientations d'assistance pour le Mali. D'ores et déjà, le Japon s'engage à renouer la coopération pour aider le Mali à se relever de la crise qu'il traverse. Je saisis l'occasion pour réaffirmer la ferme volonté du Japon à mettre en œuvre tous ces engagements pris lors de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, Chicago 5, tenue en juin 2013 à Yokohama. Le Japon attache une grande importance à l'aide pour stabilité et assurer le développement du Mali. Le partenaire nippon souhaite le retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali. Aujourd'hui, à l'occasion de la consultation annuelle, après 3 ans de l'absence, nous tenons à exploiter au maximum la possibilité de recueillir vos besoins maintenant pour dessiner de façon claire la voie de notre coopération future avec des actions concrètes. L'assurance est donnée aux partenaires japonais que la situation se normalise au Mali. Je voudrais vous dire, monsieur l'ambassadeur, que nous sommes optimistes, que la situation se normalise malgré une certaine tension sur le terrain. Les tensions qui n'entament en rien la détermination des plus hautes autorités de donner toutes les chances au processus politique pour un règlement définitif de la crise qui sévit au nord de notre pays. Les réflexions lors de cette grande commission mixte Mali-Japon déboucheront sur des résultats concrets et des perspectives prometteuses en faveur de la coopération entre nos deux pays. Les partenaires techniques et financiers veulent coordonner leurs actions au nord du Mali. À l'initiative du ministère de la Reconstruction du Nord, une vingtaine d'organisations internationales et des représentations diplomatiques ont eu une réunion. Moïse Traoré était présent. La coordination des actions au nord du Mali est l'objectif de la rencontre. Ces partenaires techniques interviennent dans le cadre de la relance économique dans le septentrion. On fait des TDR qu'on a soumis, qu'on a validé, et un plan de travail qui a été soumis. Donc après validation de TDR et du plan de travail, et une matrice qui est là, des différentes interventions qui ont déjà eu lieu dans la région du Nord, les 3 documents seront soumis à une seconde commission, qui est la commission stratégique, composée de ministres, d'ambassadeurs et de chefs d'agence. Outre des représentations diplomatiques canadiennes et néerlandaises, l'UNICEF, l'USAID, le PAM et l'Organisation des Nations Unies pour l'humanitaire ont pris part à l'évaluation. La reconstruction des zones qui sont affectées par les conflits ne peut être effective que si, d'une part, le gouvernement et les partenaires se parlent plus régulièrement, et d'autre part, que les partenaires eux-mêmes aussi s'assurent qu'il y a une cartographie claire des interventions de chacun d'entre eux. On pense notamment à ces questions de coordination entre les interventions humanitaires et les interventions de réhabilitation et de développement pour assurer vraiment un continuum et essayer de limiter les gaps sur le terrain quand on passe d'une logique à une autre. Les parties prenantes se retrouvent dans 2 semaines.
Certains de ses partenaires techniques et financiers étaient à la réunion du groupe de suivi de la conférence de Bruxelles mardi dernier à Bamako. Voilà, comme il vient de le signaler, vous le savez déjà, les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner le Mali. Ainsi, sur les 170 milliards annoncés, les partenaires vont débourser environ 67 milliards de francs CFA pour le développement de la formation professionnelle dans 12 ministères identifiés. Nous écoutons le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne qui a organisé un point de presse aussitôt après les travaux pour de plus amples détails. Maman Babi est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Je pense qu'il est important de souligner l'importance de la formation professionnelle pour les partenaires techniques, surtout dans le cadre du développement du Mali, son développement économique, social et culturel, dans le cadre de l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises, dans le cadre de la stabilisation du pays et de la promotion de la paix. Parce que lorsque vous avez des jeunes qui travaillent, qui produisent, il est plus difficile de les convaincre d'aller s'engager dans des conflits. Donc ça, c'est des choses qui ont été soulignées. Autre chose très importante, ce sont les annonces faites par les partenaires techniques et financiers. Ce qui a été annoncé aujourd'hui, donc il y a un montant partiel. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a de nouveaux projets qui vont être développés pour mobiliser davantage de ressources financières. Donc le montant, c'est environ 67 milliards qui ont été annoncés aujourd'hui par les partenaires techniques et financiers pour accompagner le développement de la formation professionnelle dans les 12 secteurs, dans les 12 ministères que nous avons identifiés. Voilà, Maman Babi, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne qui est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Cérémonie de décoration. Certains agents et conseillers élus nationaux du Haut Conseil des collectivités ont reçu leur distinction ce matin. Boubacar Sissoko était sur place. Ces distinctions concernent les cadres du Haut Conseil des collectivités et des élus conseillers nationaux. Les médailles sont de deux ordres. Le premier groupe a eu la médaille de chevalier de l'ordre national et le second a bénéficié du mérite national avec effigie abeille. Je demande à ceux qui ont été gradés de mériter de la confiance qui leur a été accordée en redoublant d'ardeur, en redoublant d'efforts. Et je demande à ceux qui n'en ont pas eu cette fois-ci de redoubler également d'efforts pour que la prochaine fois, que le choix soit porté sur eux. Le représentant des récipiendaires s'est engagé au nom du groupe à mériter de la confiance placée en eux. Il a aussi invité les autres à redoubler d'efforts. Et je vous informe que le Premier ministre Modibo Keïta a entamé aujourd'hui une visite au Niger. Modibo Keïta est porteur d'un message du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta au chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou. Tout au long de son séjour, le Premier ministre aura des entretiens avec les autorités nigériennes, notamment avec son homologue Brigui Rafini. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux. Le syndicat national des pharmaciens d'officines privées du Mali, SINAPO, tient depuis ce matin, et c'est l'apport du jour, sa 8e journée scientifique pour cette édition 2015. Deux sujets importants sont à l'ordre du jour. Adraman Maïga nous en parle. Cette 8e journée scientifique de l'officinal a à son ordre du jour des sujets de haute importance pour la promotion du secteur de la pharmacie, à savoir l'état de la prise en charge du cancer au Mali, rôle du pharmacien et la gestion des ressources humaines à l'officine. Deux sujets qui, en plus d'être d'actualité, constituent aujourd'hui une préoccupation majeure pour le devenir de l'officinal au Mali. Notre principale préoccupation est de faire prendre à nous tous, pharmaciens d'officine, nos responsabilités et du rôle que nous avons à tenir et jouer au sein du système de santé malien. Devenue depuis un certain temps une tradition, cette journée scientifique de l'officinal se veut un cadre d'échange entre les professionnels de la santé, en ce sens qu'elle permet aux acteurs et à leurs partenaires d'approfondir leurs connaissances sur des sujets qui constituent des défis réels pour le secteur. Pour notre part, je vous assure, Monsieur le Président du SINAPO, que le Conseil national prendra toutes les dispositions afin que les résolutions qui vont sortir de cette journée
soit respectée par l'ensemble des pharmaciens travaillant dans notre pays. C'est pourquoi je vous exhorte à suivre avec la plus grande attention les propos des conférenciers, à débattre de toutes les questions relatives à ces thèmes afin que vous puissiez maîtriser ces domaines pour votre implication dans la mise en œuvre des concepts. Cette journée se veut également une occasion pour faire le bilan des actions réalisées en 2014 et de dégager un plan de travail pour 2015. Pour cette année, les membres de l'officinal, au dire de leur président, se sont fixés 4 défis à relever, parmi lesquels la mise en œuvre du projet d'assurance professionnelle des pharmaciens d'officine, de leur site d'exercice et de leurs collaborateurs constitue la priorité des priorités. 15e session du conseil d'administration du Centre international de conférence de Bamako. Le rapport aux activités de l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'année 2015 qui s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA étaient à l'ordre du jour, nous indique Modibo Souaré. Ce 15e conseil d'administration du Centre international de conférence de Bamako, CICB, intervient 2 mois après le précédent. Le budget 2014 qui a été rectifié au cours de cette session a permis à la structure de faire face à certaines préoccupations, ce qui donne l'opportunité aux administrateurs de plancher sur le bilan de l'exercice écoulé. Je puis affirmer que le bilan 2014 est positif et malgré les difficultés inhérentes à la spécificité du CICB. Pour cette rentrée 2015, le CICB ambitionne de faire peau neuve pour le prochain sommet Afrique-France que notre pays accueillera en 2016, d'où l'annonce d'une importante rénovation de l'infrastructure. Le protocole d'accord qui lie notre gouvernement à la République populaire de Chine prévoit une rénovation tous les 10 ans. La dernière date de 2004 et la prochaine rénovation est imminente. Il s'agit des bâtiments de première génération, c'est-à-dire les bâtiments A et B, le local technique, les 2 postes de garde, c'est-à-dire le palais de congrès original. D'énormes défis attendent donc le CICB pour l'exercice 2015 qui fête également ses 20 ans d'activité. Notre centre de conférence s'apprête à être la vitrine du Mali dans le monde diplomatique, économique, politique et culturel qui anime le sommet des relations entre l'Afrique et la France. D'où la projection budgétaire de 1 milliard 454 millions 61 780 francs CFA contre une dotation budgétaire globale rectifiée de 1 milliard 174 millions 754 344 francs CFA en 2014. Au cours de ce conseil, le chef du département a mis l'accent sur l'amélioration de la gestion de l'établissement ainsi que les conditions de vie des travailleurs et les a exhortés à œuvrer pour le bon fonctionnement du CICB. Allez, du sport, football, championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Niger 2015. D'abord, vous venez de le regarder tout à l'heure sur l'ORTM. La Côte d'Ivoire a battu le Cameroun 2-1. Les cadets maliens et ceux d'Afrique du Sud se sont neutralisés 2 buts partout. Un match que les nôtres auront pu gagner pour avoir mené 2-0 jusqu'à la 62e minute de jeu. La réaction du sélectionneur Baïba à l'issue du match, il est au micro de nos envoyés spéciaux Amadou Barrière Nadja. Je peux dire qu'on a senti un peu la fatigue. Et puis après, c'est des buts qui n'ont pas été préparés. C'est des buts sur situation standard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un peu de manque de concentration au niveau du marquage. Parce que les Sud-Africains, c'est une équipe vraiment rapide. C'est des jeunes qui sont très technique. Voilà, nous on a fait notre première mi-temps et puis on a marqué 2 buts. Ensuite, on vient encaisser 2 buts suite à des situations arrêtées. Moi quand même, je n'ai pas assez d'explications pour le moment. On va bien réfléchir pour voir le 3e rencontre. Alors, quel réglage entre-temps faudra-t-il faire pour mettre en bonne marche cette équipe? Encore c'est quelque chose qu'on doit réfléchir, qu'on doit regarder les images. À chaud, c'est très difficile à parler, vu l'équipe d'aujourd'hui, parce que c'est la première fois que nous, les 15 dernières minutes, on nous domine. Tout le temps, c'est nous, c'est le Mali qui domine les 15 dernières minutes. Maintenant, c'est la première fois.
Donc encore, c'était une équipe vraiment technique. L'Afrique, c'est une très bonne équipe. Il faut reconnaître ça aussi. La qualification, elle est proche, comme elle peut être loin. Alors, c'est contre la Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? Bon, la Côte d'Ivoire, on a joué contre Cameroun, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. Je pense que l'objectif pour nous, ce n'est pas une équipe, c'est le tournoi. Donc nous, la Côte d'Ivoire, on va jouer, c'est le Mali. On a une victoire, on a fait match nul. On joue contre la Côte d'Ivoire, c'est de chercher la victoire. Voilà, avec ce nul, les Aiglonnais 4 points au compteur gardent intacte leur chance de qualification en demi-finale. Sport toujours, la ville de Caille abrite dès demain 20 au 21 février les travaux du Conseil national ordinaire et les compétitions du championnat national de boxe. À quelques heures du début de ces travaux, Amara Mali Diallo nous en parle, il nous plante les décors. La Fédération malienne de boxe, dans le cadre de sa politique de développement à la base, transporte cette année à Caille les travaux du Conseil national ordinaire couplés aux compétitions du championnat national. Le bureau fédéral a décidé d'organiser un championnat tournant dans toutes les ligues du Mali. Au-delà de cet aspect également, il faut reconnaître que ces 2 dernières années, Caille nous a impressionnés par la qualité des boxeurs. Donc quelque part, c'est pour encourager la Ligue de Caille à pérenniser davantage encore sur cet élan. Les travaux du Conseil, qui débuteront vendredi, mettront en place un nouveau bureau fédéral qui dirigera la discipline pendant les 4 prochaines années, avec comme objectif principal de faire revenir la discipline au premier plan. Il y aura un nouveau bureau qui prendra en charge les destinées de la boxe malienne pour les 4 années à venir. Le championnat national regroupera l'ensemble des ligues du Mali, à l'exception de Tombouctou et Kidal. L'appel que j'ai lancé à l'ensemble de la population de Caille, c'est de sortir massivement, parce que c'est quand même une première l'organisation du championnat à Caille. Donc c'est de leur dire de sortir, supporter massivement les boxeurs caïsiens qui feront partie de la compétition. Les combats du championnat national, eux aussi, verront de nouveaux champions du Mali dans une ville qui aura procuré au noble art malien ces 2 dernières années de véritables talents. Voilà, c'est tout pour cette édition. Grand merci à nos téléspectateurs du Maroc et du Niger. Bonsoir à tous.